Et c'est aussi être capable, l'empowerment psychologique, mais aussi la créativité, c'est d'être capable de dire, je ne vois pas le verre à moitié vide, donc je ne reste pas sur ses incapacités. Qu'est-ce que je peux faire pour petit à petit l'amener à l'autonomie? C'est des travaux sur certains sujets de longue haleine, mais on y arrive. Et le fait, en tant que parent, et en ayant une forte collaboration avec la structure, de pouvoir inculquer effectivement cette dynamique, fait qu'effectivement on arrive à des résultats conséquents. Donc c'est vrai que pour nous, l'autonomie est importante, mais l'autonomie, ça passe surtout et avant tout, dans notre cas notamment en particulier, par la communication. Donc la communication, ça va être les outils classiques, l'orthophoniste, ça va être des méthodes, les méthodes Padovan, Macathon. On recherche, on est toujours à la recherche de solutions pour faire en sorte que notre enfant puisse communiquer, s'exprimer, exprimer des choix, exprimer des non-choix, mais avancer effectivement dans la décision et dans des choix qui lui sont propres et exprimer ses envies. Alors après, effectivement, ce qui est important, et ça vous le disiez, est primordial, c'est la collaboration avec les équipes. Parce que la communication, en fait, fait gagner énormément de temps par rapport aux apprentissages. Je vous raconte juste une petite anecdote. Ma fille, quand elle est rentrée à l'IUM à l'âge de 4 ans, nous, on avait fait un travail de quasiment un an et demi pour qu'elle puisse passer du passage de « je prends le biberon » avec des accroches jusqu'au moment où elle était capable, en rentrant à l'IUM, de prendre son verre et de se servir. Et quand elle est arrivée à l'IUM, évidemment, la petite Maline leur a fait comprendre qu'elle ne savait pas rien faire. Donc, lors d'une réunion, la première réunion de projet pédagogique, elle m'a réclamé à boire, donc j'ai demandé un verre, je lui ai servi. Et là, j'ai eu l'ensemble de l'équipe pédagogique et éducative qui nous a regardés d'une manière ahurie. Et en fait, n'avait effectivement, Mélanie, réclamé de boire au biberon avec un sirop, etc. Donc l'échange fait gagner du temps à tous. On est à la fois dans la complémentarité et la cohérence du projet. Le parent, il est acteur aussi, il n'a pas un rôle de parent. Bien souvent, le parent est confronté au fait qu'on le met de côté. Il est avant tout aussi acteur de cette autodétermination de son enfant. Donc c'est important effectivement qu'il y ait une communication effectivement avec l'équipe pédagogique et puis évidemment la communication avec l'enfant. Et l'empowerment, alors là du coup je rebondis, c'est vrai qu'effectivement nous naturellement on est toujours dans l'encouragement. Dès qu'elle sort une phrase, dès qu'elle découvre autre chose, on la félicite. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail effectivement pour arriver à cette autodétermination. Première étape, effectivement, qui passe par la communication. Après, sur la compréhension des concepts plus restreints, next step. Ça, vous avez bien mis en avant finalement qu'en tant que parent, on n'est pas dans la même posture que les professionnels et dans le quotidien, on développe aussi des méthodes, des astuces, on trouve des choses qui permettent aussi d'accompagner les enfants et les jeunes vers un peu plus d'autonomie, un peu plus d'autodétermination et que c'est important de partager ces petites méthodes, ces petites astuces avec les professionnels. Est-ce que Madame Blanchard aussi, de quelle manière vous travaillez aussi avec les professionnels de cette manière ? Alors, pour notre part, ça a été un petit peu particulier. En fin de compte, on avait mis beaucoup de choses en place seul de notre côté, en bidouillant depuis tout petit. On a eu 2 rencontres vraiment importantes au cours des années. La première, ça a été avec les deux éducatrices du Centre de diagnostic et d'évaluation du Centre de ressources autisme de Reims, qui, en fin de compte, on allait tout laisser tomber. Je dirais le mauvais accompagnement qu'avait notre premier fils à l'époque faisait que les professionnels à l'époque ne prenaient pas parti de ce qui avait été mis en place. C'était vraiment de la bidouille, hein. J'emploie ce mot exprès, mais c'était vraiment ça. Toutefois, ça fonctionnait. Et on voulait être soutenu par rapport à ça, on se questionnait beaucoup et on n'avait pas de réponse en face de ça. Donc on avait l'intention de tout laisser tomber. Et voilà, le concours de circonstances qui a fait qu'à cette époque, on a connu le centre de ressources autisme. Notre premier fils a reçu un vrai diagnostic. Et les 2 éducatrices, je voudrais vraiment que leur travail soit mis en avant parce que ça a été vraiment une rencontre incroyable. Et leur tête, on est rentré de Reims, je suis au Marnaise.
Le retour à la maison, on était avec mon mari dans la voiture, on parlait plus pourtant, on est plutôt bavards les deux. Et on n'arrêtait pas, on se disait juste à l'époque, mais elles avaient 2 têtes, elles étaient complètement scotchées de voir ce qu'on avait pu mettre en place. On s'est dit à l'époque, on devait être quand même dans le bon. Et on ne s'était pas tellement trompé. Et ça, on était plutôt content pour le coup. Et ça a redynamisé les outils qu'on a mis en place. Ça, c'était vraiment bien. Mais au départ, non, on n'a pas eu de co-construction, si on peut dire. Mais un soutien incroyable. Et ça, c'était vraiment un plus pour la suite. Nous avons été orientés après vers un CESAD en premier pour notre premier fils, à savoir qu'on n'a pas eu le diagnostic des 2 enfants en même temps. À l'époque, c'est toujours le cas, vous le savez malheureusement également, les temps d'attente pour les diagnostics sont très longs. Et quand on a appelé le Centre de ressources autisme de Reims, il nous a fallu faire un choix. Donc même nous, on a dû choisir et se dire, on y allait pour qui là en premier? On y va pour celui qui a le plus de difficultés ou pour l'autre parce qu'il est toujours en scolarité en milieu ordinaire? Et malgré tout, il y avait besoin de cette sensibilisation, de cette explication dans le milieu ordinaire qui était plus facile avec le milieu médico-social. Malgré tout, on a fait le choix de diagnostiquer le second parce qu'il y avait plus de difficultés, il y avait besoin d'un soutien bien plus important. Donc voilà, et donc suite au diagnostic, on a repris un peu la machine et on a rencontré un CESAD. Et le CESAD a été mis en place après Thomas, notre second, est passé sur l'IME. Mais ça a été le même CESAD ensuite qui a accompagné notre second quand on a eu le diagnostic de poser pour lui. À savoir que d'ores et déjà, depuis tout petit, quand on parlait d'autisme pour Thomas, on parlait aussi d'autisme pour Thibaut, même s'il n'avait pas le diagnostic. Et en fin de compte, c'est lui qui a été partenaire de son diagnostic, parce qu'il arrivait un jour, j'étais seule dans la cuisine, et c'est pas assez rare d'être seule à la maison quand on est parent de 3 enfants, mais il a réussi à venir vers moi et à me dire, mais maman, les difficultés que j'ai en fin de compte, est-ce que c'est les mêmes que Thomas? Et on lui dit, oui, on suppose que oui, sauf que toi, tu arrives à t'exprimer, Thomas, moins, il utilise des pictogrammes, il prend ses objets, mais du coup, on n'a pas de papier. Est-ce que tu te souviens, il était venu avec nous au centre diagnostic, est-ce que tu te souviens ce qu'on avait fait? On avait rencontré, je vais dire leur prénom parce que ce sont vraiment 2 personnes excellentes, René et Sylvie. Est-ce que tu te souviens de René et Sylvie? Elles étaient là pour le diagnostic de Thomas, et voilà. Et on s'était dit qu'un jour, on ferait peut-être la même chose pour toi. Et du coup, il était en 5e, il me semble, et il m'a dit, ah oui, moi je veux bien retourner, et oui, moi je le veux, ce bout de papier qui dit que... Donc voilà. Et après, on a de nouveau fait appel au CESAD qui avait accompagné Thomas la première année de bon accompagnement, on va dire. Et à ce moment-là, on avançait dans la scolarité de Thibaut, et ses choix de commencer à se peaufiner par rapport à sa vie future, et notamment dans le domaine dans lequel il voulait, si possible, travailler, en tout cas avec quel professionnel, quel type de milieu il voulait se confronter. Et c'était le domaine de la protection de la nature. Donc du coup, on savait qu'il ne resterait pas en Haute-Marne. Et on a travaillé avec l'éducatrice du CESAD l'autonomie dans les transports. Parce que ça lui permettrait plus tard de transposer ça pour se rendre sur un autre département. Voilà, ça a été une construction après, principalement. Et ça a permis à Thibaut d'affirmer ses choix par rapport à son parcours scolaire, pas professionnel. Merci beaucoup pour ces témoignages. On va aussi continuer le débat avec la salle. S'il y a des questions tout de suite. Par ici tout de suite. Oui. S'il n'y a pas de questions, j'en ai encore une. Mais... J'ai une question. Oui, il y a une question, d'accord. Enfin, une question. J'ai plutôt une remarque. Alors, je suis directeur d'un IME, un CESAD et un ITEP dans le sud-ouest. Moi, j'aimerais surtout qu'on n'oublie pas les questions que ça pose au niveau du positionnement des structures médico-sociales pour demain. Enfin, le titre du séminaire, c'est l'avenir des IME, IEM face aux défis du virage inclusif. Mon inquiétude, c'est que l'on devienne simplement des opérateurs. Mon inquiétude, c'est que sur des questions aussi fondamentales que l'accompagnement, l'échange, la parole des personnes accompagnées de leur famille, on soit dans une logique. Moi, la présentation de ce matin me gêne un peu, pour tout dire,
parce que j'ai l'impression qu'on redéfinit le fondement même de notre action. Donc, sur les questions autour de l'autodétermination, moi, ça ne peut pas ne pas aussi sonner dans mon esprit comme autodétermination des peuples, dans quelque chose où on est... Alors, le collègue d'hier soulevait cette question-là sur le contexte un peu de suspicion par rapport au secteur. Moi, j'ai un peu peur qu'au final, on soit dans une logique un peu abandonnique, au bout du compte, par rapport aux personnes qu'on accompagne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ressemble à ce que disait Coluche, hein, quand il disait, on dit qu'il y a 3 millions de personnes qui cherchent du travail, c'est pas vrai, de l'argent leur suffirait. Et il me semble qu'on est malheureusement un peu dans cette orientation où on va peut-être donner des droits. Et est-ce qu'on a fait des personnes dignes d'accompagnement dans lesquelles il y a le droit à l'erreur, le droit à l'errance, le droit... je parle des deux côtés également de l'établissement, hein, un établissement, mais vous en parliez un peu de la question éthique, moi elle me paraît fondamentale. C'est comment est-ce que dans cette relation, on est dans des questions éthiques fondamentales. Vous preniez l'exemple d'Ibiza, oui, Ibiza, 10 jours. Moi, je ne sais pas si à un moment, sur Ibiza, 10 jours, on peut permettre à des personnes de se mettre en danger pendant 10 jours. Voilà. Quel est le point d'arrêt que peut donner un établissement ou des familles par rapport à une autodétermination poussée à outrance? Et vous parliez, on en parlait également hier, de la question des moyens à mettre en œuvre dans ces processus-là. Vous parlez de 60 heures. Séraphin, hier, on parlait de 160 heures. Et moi, je suis un peu gêné sur des injonctions paradoxales. Donc l'inclusion, je pense que personne n'est à convaincre sur la logique de l'inclusion. Est-ce que pour autant, l'ensemble des environnements sont prêts à cette marche forcée dans laquelle on est? Je suis plutôt mesuré j'estime que les structures sont pas assez... Moi, il me manque un débat contradictoire par rapport à... Voilà, j'ai le sentiment qu'on est un peu dans un cours magistral depuis hier sur des injonctions et voilà, il manque quand même un débat où quelles sont les identités et structures. Je ne suis absolument pas dans une logique à défendre l'identité de structures monolithiques dans un établissement massif, absolument pas perméable et sur l'environnement, mais voilà, il y a quand même des éléments sur lesquels il faut être vigilant. Alors, je vous remercie déjà pour votre question. Personnellement, je suis très, très contente que vous êtes très gênés. Parce que ça veut dire que, voilà, c'est vraiment le but de ce type de présentation. C'est que tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous embête, quoi. Qu'il y a vraiment quelque chose qui... voilà, où tous les paramètres, on n'arrive pas à les ordonner comme on est obligé de sortir des sentiers battus, des sentiers connus. Et donc, j'estime que si vous êtes gêné, c'est quelque chose de très positif pour moi. Ce n'est pas du tout en contradiction. Après, ça reprend la question de départ, c'est-à-dire, vous avez parlé d'autodétermination à outrance. Pour moi, c'est pas du tout ça. C'est justement pas un slogan, c'est justement pas quelque chose d'académique, c'est justement quelque chose qui se travaille, par exemple, au niveau de l'éducation en famille, tout le temps. Et d'ailleurs, j'ai trouvé intéressant, comme vous avez dit, on a vu dans le regard, si j'ai bien compris, on a vu dans le regard des professionnels, un regard tout étonné. Donc tout ce qu'on avait fait, on s'est dit, bah, peut-être alors on n'a pas fait tout faux. Mais je trouve ça très intéressant parce qu'au final, je trouve qu'en famille, en tout cas personnellement, je suis aussi maman, j'ai souvent cette impression. Des fois, je regarde, je dis, ça y est, j'ai fait tout faux. Rien ne fonctionne, c'est pas possible ces adolescents, etc., etc. Bon, ce qui veut dire qu'il y a la place pour tout ça. Donc c'est valable pour le système familial, comme c'est valable pour le système de soutien, de service, d'accompagnement. Oui, il y a tout est re-questionné. Oui, vous avez très bien compris, ça remet en discussion la manière de concevoir notre rôle, notre accompagnement, les financements qui vont avec, les services,
qui, en quelque sorte, doivent être vraiment flexibles en fonction des besoins des personnes et non les besoins des personnes qui doivent s'adapter aux services. En Suisse, par exemple, on a encore beaucoup d'établissements, vraiment des grands établissements. On est vraiment au cœur de cette question-là. Comment ce parcours va pouvoir se faire? Je pense que la question, ce n'est pas, comment dire, de s'effrayer ou de s'inquiéter par rapport à l'ampleur de la tâche, parce que la tâche est vraiment significative, mais justement, on parle de tournant inclusif. On est à une bifurcation, clairement. On est vraiment dans une période où on doit pouvoir décider dans quelle direction on va aller. Et probablement, cette décision doit se prendre ensuite en cascade à tous les niveaux du système, à partir du petit déjeuner du matin jusqu'au choix beaucoup plus significatif. Donc la question, ce n'est pas de se rendre compte que le travail est très grand, qu'il y aura des obstacles, etc., mais de se mettre en route, je dirais. Donc, qu'on commence à se bouger d'une manière ou d'une autre, et dans ce sens, j'ai peut-être une réflexion très suisse, mais on commence parfois beaucoup plus facilement par les pratiques quotidiennes que par les politiques. Et c'est vraiment la personne, telle personne, vous avez parlé, hein, on a rencontré 2 éducatrices extraordinaires, etc. Il y a ce directeur-là qui soutient, propose, encourage, alors que, c'est vrai, il n'y a pas tous les niveaux d'accompagnement qui sont prêts, qui sont soutenants, mais on fait avec. Ça fait partie aussi de l'évolution, je dirais. Là aussi, on a le droit de se tromper, on a le droit de revenir en arrière, on doit réajuster, on doit être flexible. C'est un processus qui ne se réalise pas d'un coup, comme l'autodétermination en famille. C'est un travail quotidien, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu. Mais j'ajouterais aussi que par rapport à ce que vous dites, on est des opérateurs, en fait, je pense que l'idée c'est de faire passer le fait qu'on réfléchit tous ensemble. De toute façon, on est dans ce processus inclusif, comme vous le dites, on n'est pas en désaccord avec ça, c'est pas la question. C'est qu'on est dans ce virage inclusif, on est dans ce processus, et comment on peut faire à partir de là? Comment on peut faire pour accompagner au mieux ces personnes dans cette nouvelle posture aussi qu'elles ont à affronter dans cette société inclusive? Et finalement, l'idée, c'est aussi de se dire, on travaille tous ensemble. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire pour construire ensemble cette société, cette nouvelle société, pour se mettre ensemble et y réfléchir. Ce n'est pas l'idée de se dire, on est au service d'eux, on est opérateur de telle personne, mais on peut travailler ensemble parce qu'on a tous notre pierre à apporter à cet édifice de construction de société inclusive. Et, pardon. Oui, autre question. Voilà, d'accord. Ben, je m'arrête là. Alors, autre question. Bonjour. Alors, bonjour. Je me posais la question de savoir comment l'éducation nationale allait se saisir de la question de l'autodétermination. Merci Patrick. Je t'en prie. Eh bien, il ne s'est pas présenté, donc c'est Patrick, voilà, je vous le présente. Donc, oui, Patrick Golab, je suis directeur d'un IME dans le Val d'Oise. Merci pour cette question, parce que du coup, tu fais la transition. L'éducation nationale, on en parlait hier, sera présente. Vous avez vu comme on est réactif. Vous avez dit hier, l'éducation nationale n'est pas là. Eh bien, elle est là ce matin. Et donc, nous avons un représentant de l'éducation nationale qui sera là dans la prochaine table ronde, après la pause. Est-ce que c'est la pause? 4 minutes. Non, ce n'est pas la pause. Donc, d'accord. Donc, en tout cas, on aura cette réponse peut-être tout à l'heure lors de la prochaine table ronde. Donc, je viens de vous annoncer que vous aurez une pause ce matin, contrairement à hier après-midi, vous aurez droit à une pause café et à aller fumer votre cigarette et tout ça. Mais une dernière question peut-être avant. Voilà. Oui, bonjour. Alors pour répondre à monsieur, je suis professeure des écoles en IME.
Donc, l'éducation nationale est un petit peu présente ici. Et je pense que dans notre formation d'enseignants spécialisés, on a quand même une certaine liberté. Certes, on doit appliquer des programmes, mais l'exposé qui nous a été fait ce matin, qui est de qualité, je le souligne, m'a donné beaucoup d'idées par rapport à qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans sa classe pour donner les prémices de l'autodétermination. C'est-à-dire qu'on vient donner des enseignements à partir d'évaluations que l'on fait et des observations. Et rarement, on se demande, mais qu'est-ce que l'élève a envie d'apprendre ? Et là, je me questionne sur ma posture professionnelle en me disant, eh ben, ce matin, je vais peut-être réfléchir pour donner un peu plus de choix à mes élèves, leur donner la place et faire en sorte qu'ils soient acteurs de leurs apprentissages pour ensuite être acteurs de leur propre vie. Je vais peut-être juste rebondir sur ce que vous venez de dire parce que ça me paraît fondamental, cette perspective tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on ne devient pas tout d'un coup adulte capable de prendre des décisions ou capable de participer, de communiquer, de s'exprimer, de se connaître. C'est un parcours qui commence dès la naissance. Plus vite c'est soutenu, plus vite c'est accompagné, plus on aura des résultats effectivement intéressants à l'âge adulte pour assumer les rôles de l'âge adulte. Justement, ce qui pose souvent problème en déficience intellectuelle, c'est justement cet aspect-là. Donc c'est absolument fondamental d'aligner la question de l'éducation, de l'enseignement avec tout ce qui est accompagnement extrascolaire et successif. C'est fondamental. Voilà, si éventuellement il y a une dernière question, on peut donner la parole. Personne ? Bon, je sens l'odeur du café qui arrive jusqu'à vos narines, ou peut-être l'odeur de la cigarette, peut-être. Mais en tout cas, nous remercions vraiment beaucoup Madame Blanchard, Madame Triton et Madame Fontana-Lana pour leur présentation et leur témoignage. Merci beaucoup. Et donc, on se retrouve à peu près dans une demi-heure, à 11h, précise, tapante. Les retardataires seront à la porte.